Au programme de ce Ils font la une, Digital Fund Star Europe. Et non, il ne s'agit pas d'un fonds qui mise sur l'économie numérique, mais d'un fonds d'action européenne de toute capitalisation. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Eh bien parce que ses perfs sont bonnes et même très bonnes. Digital Fund Star Europe se classe dans le top 3 de sa catégorie sur 3 et 5 ans. L'autre raison qui nous a poussé à lui consacrer notre une, eh bien c'est l'originalité de son approche. Julien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le gérant principal de Digital Fund Star Europe et avant qu'on évoque ce qui fait de votre fonds un fonds différent, eh bien un petit rappel des performances. Je disais, elles sont bonnes, très bonnes. Sur 3 ans, Digital Fund Star Europe signe une performance cumulée de 38,71%, plus de 2 fois supérieure à celle de sa catégorie. Je précise que toutes les performances que je vais donner sont arrêtées au 7 juin 2018. Sur 5 ans, la perf cumulée est de 105% contre 62,5% pour la catégorie. Et sur 15 ans, eh bien, en annualisé, on obtient du 13,15%, soit une performance cumulée de plus de 538% quand la catégorie signe une performance moyenne de 264,4%. Très belle performance, on l'a dit. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur la méthode qui a permis de les acquérir. Alors, Digital Fund Star Europe est un fonds d'action européenne de toute capitalisation qui pèse environ 550 millions d'euros d'encours. C'est un fonds long only. Alors, c'est du jargon, ça veut dire que c'est un fonds qui ne joue que la hausse des actions. Tout exactement. Et c'est un fonds qui sélectionne les valeurs qui le composent sur un critère un peu particulier, un critère de momentum. Alors tout d'abord, Julien, qu'est-ce que le momentum? C'est la force des tendances haussières, tout simplement. Donc on va chercher, nous, dans un univers d'investissement extrêmement large, les titres qui ont les tendances haussières les plus fortes et les plus significatives statistiquement. Alors les tendances haussières, ce sont les tendances de cours? Pas uniquement. Donc si le critère principal est sur le cours, on utilise également le momentum sur les bénéfices estimés et donc la force des révisions par les analystes financiers sur les estimations de bénéfices. Alors soyons très concrets. Comment on détermine la force d'une tendance haussière? Tout d'abord sur les cours. On la mesure sur différentes périodes. Donc on va comparer des performances relatives qui vont de 1 à 6 mois avec une volatilité long terme. Le but pour nous est de juger du caractère atypique et statistiquement fort d'une hausse sur les 6 derniers mois par rapport au comportement long terme d'un titre. C'est-à-dire que en fait, tout ça est relatif. Si un titre se comporte, je ne sais pas, traditionnellement en signant une hausse, je sais pas, de 5% sur 6 mois, et si tout d'un coup il se met à prendre 10%, hop, il rentre dans le radar. Il peut effectivement, s'il fait partie des tout meilleurs momentum de notre univers d'investissement, puisque l'idée c'est d'aller sélectionner uniquement certains titres, un tout petit nombre, dans un vaste univers d'investissement qui est composé de 1700 valeurs pour le Digital Stars Europe. En tout cas, vous repérez tout d'abord les titres qui surperforment le plus par rapport à leur tendance de moyen long terme. Tout à fait. Alors ça, c'est le momentum de prix. Maintenant, on a un momentum autre aussi dans votre gestion. Sur les bénéfices estimés, donc là, on va comptabiliser sur les estimations de bénéfices que l'on perçoit dans nos bases, le nombre de révisions à la hausse fournies par les analystes financiers, le nombre de confirmations de précédentes estimations et le nombre de révisions à la baisse. Et le but pour nous est de sélectionner un titre pour lequel, subitement, l'ensemble des analystes financiers se mettent à réviser leurs estimations de bénéfices à la hausse pour l'année en cours et pour l'année plus 1. Donc là, encore une fois, c'est bête et méchant, si j'ose dire. Plus un titre a de révision à la hausse, plus il a de chances d'être sélectionné. Bon, on a compris 2 critères dans votre gestion de momentum, mais qu'est-ce qui a finalement déterminé ce choix de faire reposer votre gestion sur le momentum? Comment est-ce qu'on peut finalement quantifier l'apport d'une gestion momentum par rapport à une gestion traditionnelle? Alors, l'observation que l'on a pu faire sur des modèles très simples dans un premier temps. Si vous prenez le Stoxx Europe 600, que vous sélectionnez chaque mois les 100 meilleurs performeurs de ce Stoxx Europe 600, que vous les équipondérez, vous arriverez à une surperformance forte par rapport à cet indice sur une période de 10 ans ou de 20 ans, et qui n'est pas uniquement liée à ce biais d'équipondération.
qui est vraiment lié à ce facteur momentum, qui est un facteur reconnu de surperformance. Donc, attendez, si je vous suis bien, donc il suffirait de sélectionner chaque mois les 100 meilleurs surperformeurs de l'Eurostoxx 600. Si vous le faites sur très long terme, que vous savez tenir les positions, que vous n'êtes pas également allergique aux corrections, parce que l'approche momentum, elle a également des faiblesses que nous, chez Cheyne Capital, on sait détecter et on sait lisser. Si vous pensez investir sur 10 ou 15 ans, oui, c'est une stratégie gagnante. Quand on a cette approche momentum, on a forcément une approche systématique, c'est une approche statistique. Oui. Ça veut dire que l'univers d'investissement, pour que cette méthodologie fonctionne, doit être très large. Et est-ce que le portefeuille aussi doit être très large? Oui, aux deux questions. L'univers d'investissement doit être large puisqu'on doit travailler avec des momentum extrêmes. Donc aller sélectionner juste un petit groupe d'un vaste univers d'investissement. Et la deuxième question, c'est également, oui, on doit avoir un portefeuille diversifié parce que la performance que l'on génère va être concentrée sur relativement peu de titres. L'idée derrière le momentum, ce n'est pas nécessairement d'avoir une majorité de titres qui vont surperformer. C'est plus d'avoir un petit groupe qui va très fortement surperformer et bien plus fort que ne vont coûter les moins bons performeurs. Et pour être sûr d'avoir un certain nombre de valeurs dans ce groupe de valeurs stars, vous avez besoin d'une bonne diversification. Et un titre à fort momentum qui déçoit peut avoir également une correction forte. D'où l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié, 150 titres pour Digital Stars Europe. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'acheter, en fait, vous me pardonnerez l'image, mais plusieurs tickets potentiellement gagnants, sachant qu'on en aura finalement très peu de gagnants. C'est tout à fait ça. Ouais. Et au bout de 17 ans en tant que gérant, je peux, moi, personnellement, avoir un avis sur le ticket gagnant et encore me tromper, très souvent. Alors, vous le disiez, l'approche momentum, puisqu'elle a l'air de fonctionner dans la durée, a aussi des faiblesses. Quels sont les moments les plus difficiles pour le gérant que vous êtes, le gérant quantitatif que vous êtes, avec cette approche momentum? Ça correspond au point d'inflexion. Donc, quand il y a des cassures de tendance sur le marché, ça peut être un crash, ça peut être un rebond violent. D'ailleurs, en termes relatifs, c'est principalement les rebonds violents qui coûtent. Ça peut être également une rotation sectorielle, comme on a pu en vivre en 2014 ou en 2016. Donc, l'intérêt dans notre gestion, c'est d'ajouter à ces critères de momentum d'autres outils qui vont chercher à détecter ces moments. C'était ma question, comment vous anticipez ces points d'inflexion? On a différents outils qui sont des outils en fait de mesure du risque relatif. Quand on arrive à des niveaux de risque relatif trop forts, alors on se rapproche de l'indice de référence et on se met également à travailler avec des momentum plus court terme pour essayer de capter des nouvelles tendances. Alors risque relatif, c'est un peu abscon. La tracking error. Donc la tracking error va dans tous les cas être limitée à 7%. Ensuite, on a un deuxième outil qu'on appelle le coupe-circuit qui va nous conduire à prendre nos profits relatifs quand on surperforme trop fortement. Et on a un troisième outil qu'on a dénommé top versus bottom, qui va regarder la décorrélation entre les valeurs à fort et les valeurs à faible momentum. Et en cas de décorrélation moyen terme trop forte, donc une surperformance excessive des valeurs à forte par rapport aux valeurs à faible momentum, et ensuite d'un rattrapage de ces valeurs massacrées, on va agir sur le portefeuille et diminuer notre risque relatif, ce que l'on a fait en 2016 d'ailleurs. Quelle est la durée de détention moyenne d'une valeur du portefeuille? C'est 10 mois, mais tout dépend par quels critères vous avez été sélectionné. Si vous êtes sélectionné par le price momentum, donc momentum de cours, vous allez être détenu en moyenne pendant 1 an. Si c'est par le momentum de bénéfice, qui est un outil plus dynamique, vous allez être détenu en moyenne pendant 6 mois. Et tous les mois, on a des entrées et des sorties? Tout à fait. Les meilleurs de mon univers d'investissement remplacent les moins bons de mon portefeuille. Que ce soit sur des critères de prix ou de résultats. Ou d'estimation de bénéfices. Alors Julien, vous venez de nous dire que la durée moyenne de détention d'une valeur du portefeuille, c'était 10 mois. Au cours de ces 10 mois, on a aussi des périodes de correction. Ça arrive souvent, les parcours sont heurtés. Si les actions ne faisaient que monter, eh bien, ça serait trop facile. Comment faites-vous pour finalement prendre une certaine distance par rapport à ces phases de correction et vous dire finalement mon momentum, il est pérenne? Alors,
C'est une gestion qui se fait sans émotion. Donc moi, en tant que gérant, mon but, c'est d'appliquer mon modèle. Le modèle est calibré sur des critères qui sont moyen terme. Donc si vous avez une correction sur 2 semaines, 1 mois, le titre va être maintenu. Il y a quand même une grosse part dans la définition de notre momentum de cours qui est sur sa composante 6 mois. Donc avant de sortir, il faut qu'il y ait une confirmation de cassure de tendance. Et c'est seulement à ce moment-là que le titre va être remplacé par un meilleur momentum. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, une gestion sans émotion où on applique le modèle, mais quelle est la part de l'humain finalement dans tout ça? Elle est plus dans un contrôle qualité. C'est-à-dire qu'une fois appliqué notre modèle, je dois m'assurer que les signaux qui ont été utilisés n'ont pas été corrompus. Je m'explique. Le but pour nous, c'est que la raison qui a généré ce momentum soit reproductible dans le futur. Donc que ce soit lié à l'activité récurrente de la société. Une fois que j'applique mon critère de momentum de cours, que j'ai ma liste de valeurs triée sur ce critère, j'étudie les nouvelles sur ces titres-là. Et je cherche à m'expliquer le pourquoi de ce momentum. Est-ce que c'est lié à l'activité récurrente ou est-ce que c'est une OPA, un contrat incroyable décroché par la société, l'approbation d'une molécule pour une biotech? Si c'est le cas, un élément non récurrent, j'élimine le titre, je m'intéresse au titre suivant. Par contre, si le titre est sélectionné pour une raison récurrente, je l'intègre en portefeuille, même s'il peut apparaître cher pour un gérant fondamental. Les histoires de momentum les plus intéressantes, on les trouve davantage dans les petites et moyennes valeurs? Oui, on les trouve principalement dans les petites et moyennes valeurs. Du coup, comment gérez-vous la liquidité? Alors, on a un filtre volume qui va être appliqué et qui va déterminer le poids du titre dans le portefeuille. Si un titre a un volume journalier moyen qui dépasse 5 millions d'euros, il est intégré à un poids standard, qui peut être 0,8% si la sélection s'est faite par le momentum de cours, ou 0,6%, donc toujours un petit poids, si c'est le momentum de bénéfice. Par contre, s'il est en dessous de ce volume, il sera intégré en tant que demi-poids. J'aimerais qu'on en vienne un petit peu au portefeuille actuel, oui, et qu'on parle de certaines valeurs, ne serait-ce que pour comprendre encore un peu mieux la manière dont vous gérez. Alors, vous avez un titre en portefeuille qui est Trigano. Vous l'avez rentré en novembre 2017. Or, Trigano, en novembre 2017, avait déjà signé un parcours absolument magnifique. Qu'est-ce qui fait que vos indicateurs momentum ne vous aient pas signalé cette valeur plus tôt? Alors si, nos indicateurs momentum nous l'avaient signalé beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, il a été intégré dans le Digital Stars Europe Smaller Companies. Mais le titre à l'époque était à peine assez liquide pour être intégré dans Digital Stars Europe. Et c'est dans un second temps, lors d'un rebalancement qui a suivi, que les volumes se sont avérés suffisants pour que Trigano soit intégré. Ce qui explique que vous l'ayez mis si tard. Oui, il a été intégré en décembre 2016 dans Digital Stars Europe Smaller Companies. Alors Julien, une autre valeur qui a apparemment en vos faveurs en ce moment, c'est NC Energia y Cellulosa. C'est un producteur de pulpe d'eucalyptus. Oui, c'est une société espagnole qu'on a intégrée en octobre 2017 dans nos fonds, qui a réalisé plus 41% depuis son introduction et qui bénéficie de la forte demande sur la pulpe d'eucalyptus et tout le secteur du papier en général, puisque la pulpe d'eucalyptus a vu sa demande croître de 7% entre 2007 et 2017, année après année, alors que les capacités n'augmentaient pas. Ce n'est pas la seule valeur du secteur que vous avez en portefeuille? Non, on en a beaucoup. On a également Altri, qui est également dans la pulpe d'eucalyptus. Et puis on a beaucoup de sociétés nordiques, Stora Enso, UPM Kymmene, Svenska Cellulosa, qui sont également dans l'industrie du papier. Mais encore une fois, il faut le répéter, c'est le modèle qui vous a dit d'aller rechercher ces valeurs. Et après, vous avez une pondération sectorielle qui émerge. C'est le modèle qui a sélectionné ces titres en fin d'année 2017. Autre valeur que vous avez intégrée depuis un certain temps, comme quoi on peut avoir une gestion momentum et garder les titres un temps certain. Soitec, donc oui. Là on est dans le domaine des semi-conducteurs. Tout à fait. Un titre qui a été intégré pour le portefeuille en décembre 2016, hein, c'est bien ça? En décembre 2016, avec un joli parcours depuis, tout comme l'intégralité du secteur semi-conducteur.
il y a effectivement un manque de capacité de production dans l'industrie semi-conducteur, une forte demande à la hausse avec les objets connectés un peu partout. J'ai acheté un lave-vaisselle connecté. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert, mais il y a des semi-conducteurs à l'intérieur. L'arrivée de l'automobile autonome, l'Internet des objets. Donc le secteur semi-conducteur souffre d'une sous-capacité et les prix s'envolent. Soitec en a bénéficié et ça lui a permis un joli parcours et également de beaux bénéfices alors que c'était une société qui était en perte jusqu'à 2015. Donc, voilà, ce sont des exemples de valeurs donc, qui se trouvent aujourd'hui au sein du portefeuille. Qu'est-ce qui ferait, selon vous, que votre fonds mériterait sa place dans une allocation de particuliers aujourd'hui? Alors déjà, c'est un fonds qui performe de manière assez régulière. On a 20 ans d'historique. C'est un historique qui a été accompli avec toujours la même philosophie. Donc si vous étudiez en fait cette historique, vous verrez qu'il n'y a pas eu d'accident. Donc il y a une vraie force dans notre approche momentum et une vraie capacité à régulièrement performer. Ensuite, c'est un fonds qui ne s'abstrait pas des crashs. Hein. Bien sûr que non. C'est un fonds qui est 100% action, qui a comme objectif de mieux résister pendant les crashs, mais qui rendra une partie de sa performance absolue. C'est sûr. Alors, mais pour en revenir à la manière de s'en servir quand on est un particulier, donc... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un fonds un peu tout temps. C'est un fonds flexible en termes de capitalisation, qui peut aller vers les petites et moyennes capitalisations quand celles-ci sont à la mode, mais qui peut rebasculer vers les grosses capitalisations quand il y a une aversion forte au risque et que les petites et moyennes capitalisations souffrent. Donc c'est un fonds tout temps qui peut être une allocation de base d'un portefeuille. Et puis pour des personnes qui cherchent à combiner différents fonds, c'est un fonds qui est très diversifiant. Julien, merci. Merci Vincent.